Max, comment vas-tu? Ça va bien. Doing well. Considering. Let's start How are you with doing? good man. Let's start with the 007 Commençons par story. cette histoire de I know 007. you were in Je sais que vous étiez en Iran. Le professeur Morandi me disait que vous aviez eu des ennuis à l'aéroport. Je lui ai dit, j'aimerais beaucoup savoir. Ça me surprend pas parce que j'ai vu comment l'administration s'en prend à tous ceux qui se sont opposés à la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Opposed to the war? But what happened? Yeah. Oui. Hold on. Attendez, il y a plein de choses qui s'affichent à l'écran. Coming up on screen. Oui, oh, très bien. Well, I was in Iran. Eh bien, reporting j'étais en Iran pour faire des reportages, avec un parterre de correspondants étrangers, issus des grands médias qui étaient sur place, ainsi que ce qu'on appellerait des influenceurs. Mais beaucoup d'entre eux, je les considérerais comme des journalistes indépendants, plus sympathisants. Certains l'étaient davantage, du point de vue de l'axe de la résistance. Certains étaient des militants anti-guerre, venus d'Europe et des États-Unis. J'ai mes opinions. Elles sont bien connues. Je les exprime tout le temps dans votre émission. Et à The Grey Zone, tout le monde sait ce que nous représentons. Ou alors ils essaient de... Peut-être essaient-ils de nous présenter autrement. Mais peu importe, ce sont des opinions. Je faisais des reportages depuis l'Iran, et pendant que j'y étais, j'ai interviewé des responsables. J'ai interviewé le maire de Téhéran, Ali Reza Zaghani, qui est une figure très intéressante, un critique de l'OMP, et qui avait en fait dirigé Téhéran. Was a critic of the MOU who had actually run for president and was, hammering Pezeshkian in the debates. J'ai interrogé des universitaires. Academics. J'ai bien sûr couvert les funérailles, les plus grandes funérailles de l'histoire de l'ayatollah Ali Khamenei. Et je pense que cela a marqué un véritable tournant, pas seulement dans la guerre, ni même seulement dans l'histoire de l'ayatollah Ali Khamenei. Je pense que c'était un tournant historique et nous pourrons y revenir. Mais j'ai pu en être témoin à Téhéran. Je ne suis pas allé à la partie qui s'est déroulée à Mashhad, qui était davantage tournée vers la spiritualité que les événements de Téhéran. Ceci était très politique et visait surtout à permettre au public d'exprimer son désir de vengeance, précisément contre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, pour avoir tué leur dirigeant, quelqu'un qu'ils vénéraient tant et qu'ils considéraient comme un guide. Et certaines personnes le considéraient même comme une sorte de père. Et en étant sur place, j'ai pu comprendre comment cela influençait la politique des négociations avec les États-Unis. Bien sûr, vous savez, j'ai parlé à des négociateurs. Mohammad Marandi, que vous recevez tout le temps dans votre émission, faisait en fait partie de l'équipe iranienne de négociation. Il est allé au Pakistan. Il était dans l'avion qui a dû être dérouté vers Mashhad par crainte qu'Israël ne les assassine, n'est-ce pas? By Israel, wasn't it? Wasn't it the report that- By Israel, but there were calls in, like US Par Israël. Mais, dans les médias américains, Mark Thiessen a appelé à tuer l'équipe de négociation. C'est quelqu'un qui se plaint aujourd'hui du prix des burritos. Enfin, il s'énerve parce que les gens se plaignent du prix des burritos, mais c'est aussi un conseiller très proche de Trump, une voix de Netanyahou au sein de l'administration. Bref, oui, je m'égare un peu, mais j'essaie simplement de vous donner le plus de contexte possible sur ce dont j'ai été témoin et sur ce que j'ai fait. Le professeur Marandi et moi, nous sommes allés au premier jour des funérailles à la grande mosquée de Téhéran. Dans cette mosquée, un Mossala. Tout le monde peut voir ça sur The Grey Zone dès maintenant. Ça dure environ 1 heure. Et on y voit ce que c'est de traverser les rues de Téhéran avec le professeur Marandi, puis d'arriver sur le lieu de ses funérailles, de passer plusieurs contrôles de sécurité et d'entrer à pied. Et je pense que rien que pour les images et l'ambiance, j'étais vraiment fier de ce qu'il a réussi à rassembler. C'est ça, le journalisme, non? Et pendant que j'étais là, au milieu de tout ça, dès que j'ai en quelque sorte signalé ma présence le premier jour, j'ai été pris pour cible par Israël. Souvent sous couvert d'Américains, mais en réalité par des éléments alignés sur Israël
ou soutenus par Israël. L'un d'eux, c'était Canary Mission. C'est une organisation créée en 2015 pour détruire la vie d'étudiants qui participent à des actions de solidarité avec la Palestine. Ils créent des dossiers sur eux, révèlent leurs informations personnelles, et ainsi de suite, pour les empêcher de trouver un emploi après leurs études. Personne ne savait qui était derrière Canary Mission. Elle était présentée comme une initiative américaine et des sionistes américains en faisaient la promotion. On sait désormais, grâce à une enquête de DropSite, que c'est basé à Jérusalem, au sein d'une fondation appelée Megamat Shalom. C'est israélien. Et en fait, votre compte Twitter a apparemment, sans que vous le sachiez, relayé l'attaque de Canary Mission contre moi et 3 des influenceurs qui étaient là-bas. Ils affirmaient que 4 Américains étaient sur place, que ce sont des extrémistes et qu'ils étaient là pour rendre hommage à l'ayatollah Khamenei. Comme si je n'étais pas là pour faire du journalisme, mais pour, en quelque sorte, faire mon deuil sur sa tombe. Et même si cela avait été le cas, ça n'aurait pas été un crime. Mais ils essayaient de me préparer le terrain pour ce qui s'est passé au retour. Enfin, évidemment, en réalité pour bien davantage. Et j'ai fait remarquer que pendant que votre compte Twitter relayait cette campagne de diffamation de Canary Mission, votre producteur, lui, m'invitait à venir faire ce que nous faisons maintenant, parler de mon travail journalistique. Et donc ce message a été supprimé. Mais il faisait partie de la campagne de diffamation visant Israël, qui cherchait à pousser les États-Unis à réprimer une journaliste américaine, parce qu'ils ne voulaient pas d'Américains sur place, pour montrer ces foules immenses et présenter un point de vue qui sortait vraiment du récit des médias dominants, qu'Israël a réussi à contrôler et à sanctionner efficacement pendant des années. Je représentais une menace pour leur récit. Et vous pouvez expliquer comment ça s'est passé et pourquoi ce message est apparu sur votre compte Twitter alors que vous m'invitiez dans votre émission. J'aimerais avoir une explication là-dessus. Mais ensuite, Laura Loomer s'en est mêlée. Et tous ceux qui regardent savent probablement qui est Laura Loomer. Permettez-moi d'aborder rapidement ce sujet avant de passer à Laura Loomer, parce qu'on va probablement partir dans quelque chose de fou. Que disait le tweet et quelle en était la source? Parce que tous les tweets que nous publions proviennent généralement de sources. Nous publions environ 200 tweets par jour. Oui, vous avez enfin un auteur. Il se peut que, peut-être que l'auteur s'appelait Ian. Donc en général, Ian l'obtenait d'une source. C'était CNN, Fox News? Non. C'était Canary Mission, un site de propagande israélien qui vise à détruire la vie de citoyens américains favorables à la Palestine. Et quelle est l'histoire? Qu'est-ce qu'elle disait? 4 communistes américains, des extrémistes, des islamistes, peu importe. Nous n'aurions pas dit islamiste communiste. J'exagère un peu, mais ça disait en gros que des extrémistes étaient là pour rendre hommage à l'ayatollah Ali Khamenei. Et j'étais cité comme l'un d'entre eux. Et c'est juste, waouh, c'est pas complètement fou. Et en même temps, il y avait d'autres comptes comme Visegrad 24, qui fait évidemment partie d'un programme israélien d'influenceurs, et qui tweetait le même message presque à l'identique. Et Elon Musk l'a amplifié. Waouh. Elon Musk, qui a récemment accueilli Netanyahou dans une usine Tesla, qui a lancé des satellites israéliens dans l'espace, a tweeté « Waouh » pour attirer davantage l'attention là-dessus. Vous savez, il essaye toujours de susciter de l'attention par ses réponses. Donc il était assez clair que j'allais passer un peu de temps à l'aéroport sur le chemin du retour. Et puis Laura Loomer est arrivée et a déclaré que je représentais une menace pour la sécurité nationale. Elle demande à Mark Wayne Mullin, le secrétaire à la sécurité intérieure, de me faire débarquer de l'avion par les marshals fédéraux, que Scott Bessent enquête sur mes finances, que Marco Rubio me retire mon passeport. Ce qui aurait été drôle,
me faire retirer mon passeport par genre un émigré cubain du sud de la Floride. Qui vous a retiré votre passeport? Pardon, qui vous a retiré votre passeport? Non, non. Elle exigeait qu'on me retire ma citoyenneté parce que je suis allé là-bas. Et ça fait évidemment partie de... Elle représente évidemment un client israélien. Je suppose que c'est le ministère israélien des Affaires étrangères, via Brad Parscale, l'ancien chef de cabinet de Trump, qui est responsable de la plus grande opération d'influence étrangère de l'histoire. Mais ça pourrait aussi être l'un des milliardaires sionistes qui l'ont payé au fil des ans, comme Robert Shillman. Alors qui est... J'ai raté ça. On parle de Laura. Tout cela vient d'Israël, qui cherche à faire pression sur les États-Unis et l'administration Trump pour me criminaliser et m'arrêter pour le crime de journalisme. Lors de ce voyage, la seule chose que je faisais différemment des journalistes des grands médias que j'ai rencontrés et côtoyés lors d'une conférence de presse au ministère iranien des Affaires étrangères cette semaine-là, c'était que mon opinion était différente de la leur. Parce que tout le monde sait qui je suis et ce que je... Puis-je poser 2 ou 3 questions? D'abord, une remarque et une question. Pour commencer, afin de vous rassurer, j'ai demandé les tweets à mon équipe. Je sais ce qu'ils ont publié. Je suppose que c'était simplement une information qu'ils avaient vue et je suis sûr qu'ils ne vous ont pas traité de maoïste ou quoi que ce soit de ce genre. Non, ils l'auraient considéré comme une source. Si vous relayez Canary Mission à mon sujet, vous cherchez à détruire ma vie et vous relayez de la propagande israélienne. C'est une opération d'influence étrangère menée par une fondation appelée Megamat Shalom à Jérusalem. Et cette fondation, soit dit en passant, a été financée pendant des années par la fondation Wexner, dont l'un des administrateurs, jusqu'à sa mort prématurée, était Jeffrey Epstein. Donc je pense que vous devriez, si vous gérez cette émission sous votre nom, faire un peu plus attention à ce que vous relayez, surtout quand vous essayez de détruire la vie de vos invités habituels, qui... Alors, Max, est-ce que je peux juste répondre là-dessus? Premièrement, je ne pense pas que ça détruisait votre vie, pour être très clair. Je vais retrouver le tweet exact et le lire, mais j'en suis très sûr. Si vous en avez une copie, dites-le moi. Concernant Canary Mission, oui, on peut facilement leur demander de le mettre sur liste noire. On n'a jamais eu ce problème. Et je suis de votre côté, pour que ce soit clair aussi. Il y a 4 jours, Laura Loomer m'a attaqué en disant que j'étais une sorte de... Je ne suis même pas musulman, sympathisant musulman de l'Iran. Pareil, il y a une semaine, un pays m'a interdit d'y entrer à cause de personnes auxquelles j'ai donné une tribune. Je ne citerai pas le pays. La question a été traitée avec ces autorités et ce n'est pas les États-Unis. Je suis donc du même avis. Maintenant, sur 200 publications, avec plus d'une douzaine de rédacteurs, s'il y a eu une publication qui vous présentait d'une certaine manière, et je suis sûr qu'elle ne vous diabolisait en aucune façon, nous retrouverons la publication exacte et nous la lirons. Mais vous avez dit qu'elle avait été supprimée assez rapidement, ce qui me convient. Et je m'assurerai que Canary Mission soit simplement mise sur liste noire comme média. Eh bien, je mettrai sur liste noire toutes les opérations d'influence israéliennes quand elles vous attaquent en même temps. Mais écoutez, je dirige un média. J'ai un compte Twitter qui compte près de 900 000 abonnés. Je ne vais pas laisser quelqu'un venir dessus, un écrivain, et commencer à attaquer l'un de nos invités en appelant essentiellement à son arrestation au nom d'une influence étrangère. Attendez, vous dites Max? Vous n'avez pas dit Max? Max? Juste 2 secondes. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous dites que nous avons appelé à votre arrestation. C'est essentiellement ce qu'il disait. Ce n'est pas ce que disait le poste. Ce n'est pas ce que le poste laissait entendre.
Qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, si vous me critiquez, vous devriez au moins savoir ce qu'il dit, non? J'ai été l'un de vos plus grands soutiens. On m'a attaqué parce que je vous ai invité dans l'émission, et j'ignore complètement ces attaques. Je vais retrouver le poste exact. L'équipe le cherche en ce moment, mais je suis certain que ça n'a rien à voir avec une attaque contre vous. J'y mettrai ma vie. Et si vous le critiquez autant, Ne passe pas votre vie là-dessus, parce que je ne peux pas perdre la vie. non, je ne vais pas perdre la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous me critiquez, ayez au moins la publication sous les yeux. Parce que vous avez dit une chose. Vous avez dit que j'exagérais et que c'était comme appeler à votre arrestation. Je suis certain que ce n'est pas ça. Désolé, l'équipe essaie de la retrouver en ce moment. Je suis certain que ce n'est pas ça. Et vous avez dit qu'elle avait été supprimée. Eh bien, votre équipe l'a supprimé après que je l'ai dénoncé. Et c'était clairement quelque chose que je considérais comme contraire à l'éthique. Et au fait, vous avez le poste. Voilà ce que j'en pense. Il a été supprimé. Mais c'est essentiellement ce que Canary Mission a publié, ce que Visegrad 24 a publié, ce que Laura Loomer a publié, mais de façon plus extrême. Parce que quand on a affaire à elle, on a affaire à quelqu'un qui a le même profil de personnalité qu'un tueur en série. Donc, ce qu'elle a fait, c'est reprendre le message israélien et l'amplifier, puis se tourner vers ses soi-disant sources au sein de l'administration. Vous savez, elle a voyagé à bord d'Air Force One. Trump l'a encensée à plusieurs reprises. Elle a fait licencier 6 membres du Conseil de sécurité nationale, dont Nate Swanson, qui était vraiment le seul véritable expert de l'Iran au sein du Conseil, et aussi le seul expert du chiisme. Elle l'a fait licencier. Il avertissait que si les États-Unis attaquaient l'Iran, l'Iran fermerait le détroit d'Ormuz. Elle avait le pouvoir de le faire licencier. Et elle l'a fait. Elle a obtenu que Marco Rubio annule les visas d'enfants palestiniens amputés, qui devaient venir de Gaza aux États-Unis après que l'armée israélienne d'apartheid leur a arraché les bras et les jambes avec des bombes. Ils n'ont donc pas pu venir ici recevoir des soins du gouvernement qui avait fourni les bombes ayant arraché leurs bras et leurs jambes. Voilà donc à qui on a affaire, et voilà par qui j'ai été pris pour cible. Donc, pour continuer cette saga, à moins que vous ne vouliez revenir à la mission Canary. Non. Canary Mission a été mise sur liste noire, en partant du principe que c'est nous qui avions fourni l'information. Parce que j'ai le sentiment que ça ne venait même pas de Canary Mission. C'était peut-être un média qui avait repris l'histoire de Canary Mission. Mais je vais retrouver le tweet tout de suite. Mettez les blacklistés sur liste noire. Je veux dire, c'est un site de mise sur liste noire. Donc vous savez, je prends mon vol de Téhéran à... Enfin, les compagnies aériennes iraniennes sont formidables. Elles vous donnent de vrais plats faits maison. C'est très bon marché. Les gens sont super sympas. L'ambiance est totalement différente. Puis j'arrive à Istanbul et je prends mon vol Turkish Airlines. Et là, contrairement probablement à Laura Loomer, quand elle va à Kiev, en Inde, ou à n'importe lequel des autres événements d'opération d'influence où elle se rend, moi j'ai vraiment payé mon billet en classe économique. Je reçois 4 S, ce qui signifie un contrôle secondaire. Donc je sais ce qui m'attend. J'arrive à Dulles, genre 10 heures plus tard. Dulles, c'est l'aéroport international de Washington, nommé d'après l'un des grands méchants de l'histoire américaine. Et je descends de l'avion. Maintenant, tout est biométrique. Donc, j'ai un gros X qui s'affiche sur mon visage et on me prend mon passeport. Ils le mettent dans une boîte rouge et vous envoient au contrôle secondaire. Vous entrez dans une salle pleine de gens. C'est comme le DMV, mais tout le monde a l'air perdu. Le DMV, c'est là où l'on passe son permis de conduire aux États-Unis. Et tout le monde se demande, pourquoi je suis là? Moi, j'étais probablement le seul dans cette salle à savoir pourquoi j'y étais.
Et c'était parce que j'avais été ciblé par Israël, et qu'Israël contrôle le gouvernement des États-Unis, et plus précisément l'administration Trump, sur toutes ces questions. Et donc, de jeunes agents de la CBP, des douanes et de la police des frontières m'ont interrogé pendant un moment. J'ai été très coopérative avec eux. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir quoi que ce soit à cacher. Certaines de leurs questions faisaient écho à certaines des attaques dont je faisais l'objet. Et puis, à la fin, nous avons dû marcher jusqu'au carrousel pour récupérer mes bagages. C'est extrêmement inconfortable, parce que ce sont de jeunes gens qui doivent plaisanter avec vous, alors qu'en fait, ils vous font subir un interrogatoire serré et que vous savez qu'ils ont le pouvoir de vous arrêter. Ils disent « Alors, vous intervenez dans des universités ?» Et moi, « Oui, je fais beaucoup ça. » Donc toute cette histoire était tendue et bizarre. Et puis je sortais tout juste d'environ 20 heures de voyage sans interruption. Là, ils me demandent les codes d'accès de mes téléphones. Et je réponds, non, je ne ferai pas ça. Alors ils disent, bon, dans ce cas, nous allons devoir confisquer vos téléphones. Nous allons les connecter à des machines et nous devrions vous les rendre d'ici, disons, un jour. Je pense qu'on vous les rendra dans un jour. Et quand ils disent « connecter à des machines », je pense qu'ils veulent dire qu'ils utilisent une technologie appelée Cellbrite. C'est une technologie israélienne et elle a été utilisée, enfin je ne vais pas entrer là-dedans. Bref, elle a été utilisée brièvement. Quoi? Très brièvement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fusillade de San Bernardino, inspirée par l'État islamique. Il y avait 2 tireurs de masse, et le FBI n'arrivait pas à accéder à leur téléphone. À l'époque, Tim Cook, chez Apple, a refusé de fournir les codes d'accès, parce qu'il voulait qu'Apple conserve cette image de défense de la vie privée. C'est donc pour ça que Cellbrite a été développé, pour accéder à leur téléphone. Ce que Cellbrite peut faire, je crois, c'est même extraire les métadonnées de vos téléphones et des messages supprimés. C'est une technologie très intrusive. Donc, après la saisie de mes téléphones, l'American Arab Anti-Discrimination Committee, qui est enfin l'un des plus anciens groupes de défense des droits civiques, représentant les Américains d'origine arabe en tant que communauté, et sa nouvelle présidente, Jeanine Yunus, que vous devriez inviter, peut-être à un moment, pour parler de questions juridiques. C'est une véritable combattante pour la liberté d'expression. Ils ont pris mon affaire en charge et ont déposé une plainte contre le secrétaire à la sécurité intérieure, Mark Wayne Mullen, pour exiger qu'on me rende mes téléphones. Mes téléphones étaient là-bas depuis presque une semaine, alors qu'ils avaient dit « on vous les rendra le lendemain ». Peu après le dépôt de cette plainte, les services des douanes et de la protection des frontières m'ont appelé et m'ont dit « nous avons vos téléphones ». Alors je suis allé les récupérer. Et puis j'ai eu mon audience au tribunal à la fin du mois dernier, devant le tribunal du district Est. C'est un tribunal fédéral. Une juge expérimentée, Léonie Brinkema, a supervisé l'affaire. Quelles étaient les accusations? Non, pas d'accusations. Je ne suis pas poursuivi. Nous avons déposé une plainte, d'accord, contre le secrétaire à la sécurité intérieure pour récupérer mes téléphones et toutes les données qu'ils ont peut-être volées sur mes téléphones. Et je pense que cette affaire pourrait faire jurisprudence, parce que, comme vous l'avez dit au début de cette discussion, tant de journalistes se font confisquer leurs téléphones. Des militants. L'administration Trump réprime les médias qu'elle n'aime pas. Et elle a dit qu'il existe une certaine jurisprudence qui permet une fouille de base, elle s'adressait au gouvernement, mais qu'une fouille approfondie sans mandat est contestable. Elle a aussi replacé mon affaire dans le cadre d'attaques plus larges contre la liberté de la presse. Par exemple,
l'administration Trump a délivré des assignations à comparaître visant tous les journalistes du New York Times qui enquêtaient sur les failles de sécurité et les dépassements de coûts dans cette affaire à 400 milliards de dollars. Cost overruns in the $400 billion Qatari jet gifted to Donald Trump to be Un avion qatari offert à Donald Trump pour devenir le Trump Force One. Il a délivré des assignations à tous ces journalistes, exigeant qu'ils révèlent leurs sources pour que l'administration Trump puisse poursuivre ses sources. Elle a donc soulevé ce point, puis elle nous a accordé une procédure de communication limitée dans cette affaire. Cela va vraisemblablement nous permettre de commencer à déterminer précisément ce qui a été fait de mal avec mes téléphones. Et cela a aussi provoqué une véritable crise de nerfs chez Laura Loomer sur Twitter, qui a inventé des détails sur mon interaction avec les services des douanes et de la protection des frontières, et ainsi de suite. Mais maintenant, je pense que nous sommes face à une affaire très importante, au moins sur le plan du 4e amendement, qui fait partie de la Constitution américaine et de la Déclaration des droits, et qui interdit les perquisitions et saisies illégales. Et cette juge a déclaré au tribunal qu'elle estime que mes droits garantis par le 4e amendement ont été violés. Et peut-être que cela pourrait aussi avoir des implications au regard du 1er amendement. Le 1er amendement protège la liberté de la presse et la liberté d'expression. Donc, je pense que cela a peut-être eu l'effet inverse pour les éléments pro-israéliens et contrôlés par Israël au sein même de l'administration qui ont exécuté cela en leur nom. Et depuis, enfin, vous avez vu, ce n'est pas lié à mon affaire, mais Laura Loomer s'en est prise au secrétaire à la sécurité intérieure, Mark Wayne Mullin. Elle l'appelle Mark Wayne Muslim. Elle l'a traité de retard. Et vendredi dernier, tous ces événements de presse ont été annulés par l'administration. Mais c'est parce qu'il n'est pas, disons, assez dur envers les immigrés. Je sais que Trita Parsi a des problèmes, donc je lui parlerai aussi de l'administration. Oui, enfin, elle essaye de le faire expulser. Laura aussi. C'est elle qui mène la charge contre Trita Parsi pour le faire expulser. Elle est obsédée. Je ne regarde jamais ses tweets, sauf ceux qu'elle publie à mon sujet. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle invente des choses totalement fausses. Elle dit « Max Blumenthal et ses affreux cheveux noirs ». Moi, je réponds « J'ai les cheveux blonds ». Et le lendemain, elle recommence. Oui, ses cheveux noirs sont dégoûtants. Je viens de te dire que j'ai les cheveux blonds et c'est filmé. C'est pareil pour moi. On apprend simplement à l'ignorer. Je parlais à Joe Kent hier. Eh bien, je pense qu'il est important de le souligner. Ce n'est pas simplement une personne isolée qui agit de son propre chef. C'est quelqu'un dont le parcours personnel et le profil psychologique réel correspondent, comme je l'ai dit, à ceux de nombreux tueurs en série. Mais ce type de personnalité peut remplir une fonction utile pour certains commanditaires. Pensez par exemple au genre de personnes que le Mossad a employées comme assassins. Ce sont généralement des individus sociopathes. Elles travaillent pour le compte de clients très puissants. Et aujourd'hui, son rôle, après s'être rendue en Ukraine, où elle a passé un temps disproportionné à promouvoir l'empire commercial et politique de Rinat Akhmetov, un milliardaire ukrainien et chef criminel, ce qui soulève la question de savoir si ce n'est pas lui qui était à l'origine de tout ce voyage. Son travail consiste essentiellement à faire ce que l'Ukraine veut faire, et ce dont Israël ne serait peut-être pas mécontent. Fusionner la guerre contre l'Iran avec la guerre par procuration en Ukraine, et entraîner les États-Unis dans cette guerre par procuration en Ukraine, ou entraîner l'OTAN dans un conflit direct avec la Russie. Donc ce n'est pas simplement une personne déséquilibrée qui agit de son propre chef. C'est une personne psychologiquement perturbée, mais très calculatrice, qui agit pour le compte de puissants clients, ostensiblement étrangers.
powerful, ostensibly foreign clients. I agree. And first, what I don't understand Je suis d'accord. Et d'abord, ce que je ne comprends pas, c'est comment elle peut avoir autant de soutien. Mais c'est un autre débat. Quand on invente des choses, à la fin, on perd tout simplement sa crédibilité et la confiance des gens. Je ne sais pas si elle inspire confiance et si elle a des soutiens, mais elle a de l'influence parce que les gens continuent de parler d'elle. Deux choses. D'abord, je veux vous féliciter et vous critiquer. Je vais commencer par une critique, avant de saluer ce que vous avez fait dans votre couverture, dans votre reportage et dans votre combat contre ça. Mais laissez-moi d'abord vous critiquer. L'équipe a trouvé un tweet. C'était il y a environ un mois. Donc la source, c'est Canary Mission, dont je leur ai dit de bloquer les contenus, et Associated Press, je crois. Non, AF Post. Je ne sais pas ce que c'est. Voyons voir. AF Post, I don't know what that is. Let me see. That's Nick Fuentes'. C'est le site de Nick Fuentes. Nick Fuentes appelait à ce que Jackson Hinkle soit tué dans une frappe de drone alors qu'il se trouvait en Iran. Donc ce n'est pas l'Associated Press. It's not the Associated Press. Yeah, you're right. America First Post. Sorry, I thought it was AP. Oui, vous avez raison. America First Post. Désolé, je pensais que c'était AP. Enfin bref, donc oui, c'est Canary Mission et AF Post. Donc oui, les sources ne sont pas crédibles, mais la publication ne disait rien de ce que vous avez affirmé. Je vais lire la publication exacte, qui a été supprimée dès que vous l'avez mentionnée. Elle a été écrite par une autrice appelée Lynn. Elle disait « 4 Américains auraient assisté, donc auraient même assisté, aux funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, dont Carla Walsh, ancienne collaboratrice d'Elizabeth Warren. Jusqu'ici, tout va bien. Carla Walsh a assisté aux funérailles, ce qu'elle a effectivement fait. Carla Walsh attended the funeral, which she did. The group, Jackson Hinkle, which he's been on the show. Le groupe, Jackson Hinkle, qui est déjà venu dans l'émission, Christopher Hillali, Max Blumenthal et Walsh, la femme que nous venons de mentionner, a attiré l'attention après avoir assisté à la cérémonie en l'honneur du guide suprême iranien. Donc voilà, a attiré l'attention pour avoir honoré la cérémonie. Walsh a qualifié Khamenei, je cite, de plus grand dirigeant anti-impérialiste de sa génération. Ce qui a suscité des critiques et un débat sur le fait que des Américains fassent l'éloge d'un dirigeant dont le gouvernement est depuis longtemps hostile aux États-Unis. Donc, Walsh a dit qu'il était le plus grand dirigeant anti-impérialiste de sa génération. Et ça a suscité des critiques et un débat sur des Américains qui font l'éloge d'un dirigeant. C'est très différent des qualificatifs de maoïste, terroriste. Oui, il n'y a aucun message codé dedans. Yeah, there's no dog whistle there. If I were you, À votre place, j'aurais simplement poursuivi la conversation sans revenir là-dessus. Ça prouve un peu ce que je dis. it kind of proves my point. No, hold on. Non, attendez, ça ne prouve pas ce que vous avancez. Revenez en arrière et repassez l'extrait. Vous avez dit que je vous avais qualifié, vous, l'équipe, de maoïste et de communiste. I was J'étais sarcastique, mais c'est ce que ça implique. implication. But then he said, Mais ensuite, il a dit que tout ça, c'était pour ton arrestation, Max. Ça mentionne rien du tout. anyway, What do you think? À votre avis, qu'est-ce que Canary Mission cherche à faire là? Non. Canary Mission, comme source, je leur ai dit de la mettre sur liste noire. blacklisted. I've never heard of it before. Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Je comprends. À votre avis, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Je ne sais pas ce qu'ils essaient de faire. Je vous dis ce que disait la publication. Right where it's essayé de faire. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et c'est dégoûtant. Ted And I'm Cruz, against it. Senator Ted Cruz, Tel Aviv Ted, whose office Le sénateur Ted Cruz, Ted de Tel Aviv, dont le bureau est dirigé par un fanatique israélien, comme un agent d'Israël, a personnellement attaqué Carla Walsh pour cette citation et l'a en quelque sorte mise dans le viseur. Et il y a une semaine, Randy Fine, le marteau hébreu, comme il aime se faire appeler, ou le taureau hébreu, comme moi je l'appelle, le plus grand larbin d'Israël au Congrès, a mené une lettre signée par 8 membres du Congrès. Il demandait que Carla Walsh, Chris Hillali et Jackson Hinkle fassent l'objet d'une enquête pour soutien matériel au terrorisme, une accusation passible de 30 ans de prison. Il y a donc un lien assez clair entre le tweet de Canary Mission et moi. clear crossover between the Canary Mission tweet and me. And Non, absolument, absolument.
And I honoring, don't dismiss it. Je faisais mon travail de journaliste. Donc je ne pense tout simplement pas que vous auriez dû évoquer ce tweet. Mais passons à autre chose. let's move on. No, I think the reason I brought it up, and I don't Non, je pense que la raison pour laquelle j'en ai parlé, et je veux vous faire des compliments ensuite parce que je suis très honnête sur mes convictions. Donc, d'abord, ce tweet, la raison pour laquelle j'en ai parlé, c'est que je ne veux pas qu'il soit déformé. Il n'appelait pas à votre arrestation. Il ne critiquait même personne pour avoir dit ces choses-là. Maintenant, Jackson Hinkle. D'ailleurs, nous avons repartagé votre travail. Nous avons en fait repartagé votre couverture de l'Iran. Vous pouvez probablement vérifier dans votre historique, nous avons repartagé beaucoup de vos vidéos et de votre couverture. Sur le deuxième point concernant Jackson Hinkle, est-ce que Jackson Hinkle n'a pas... Il l'a fait, parce que j'ai vu la vidéo. Didn't Jackson Hinkle? He did because I saw the video. He called down with the USA in a protest. Il a crié « À bas les États-Unis » lors d'une manifestation. Vous voyez de quelle vidéo je parle. Moi, je connais Jackson. Il est venu souvent dans l'émission. Et ça me fait rire quand je vois ce genre de choses, même si ça offense beaucoup de gens parce que je sais qu'il aime choquer. Vous vous souvenez une fois, je l'avais invité dans l'émission. Il était arrivé. Et la première chose qu'il a dite, c'était que le Hamas devrait avoir une arme nucléaire. Il participait à un débat pour provoquer le camp d'en face. Ça fait partie de sa personnalité et ça me fait rire chaque fois qu'il dit ce genre de choses, parce que je sais il ne le pense pas. Mais cette vidéo a suscité beaucoup de réactions négatives. Pour moi, là je me suis dit, il a franchi la ligne. That one there, I'm like, yeah, he crossed it. Je crois que Randy Fine a demandé son arrestation. Randy Fine is an idiot. I don't care. Randy Fine est un idiot, je m'en fiche. Écoutez ce que dit Randy. Mais quelle est votre opinion sur cette vidéo? Franchement, je pense que c'est... Vous lui en avez parlé? Je devrais probablement l'inviter dans l'émission et lui envoyer un message maintenant. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Would love to get your opinion on it. I did tell him my opinion on it, and but I think you Je should. lui ai bien donné mon avis là-dessus. Mais je pense que vous devriez l'inviter pour en parler. Je dirais simplement que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Je n'y ai pas prononcé de discours. Je n'ai mené aucun slogan. Et, vous savez, je laisserai Jackson parler pour lui-même. Ce que je dirais, c'est que quand j'ai vu ça, c'était... Vous savez, ça paraissait un peu... Ça semblait assez surréaliste. Et c'était, je suppose, légèrement amusant de voir quelqu'un qui ressemble vaguement à James Dean ou à un personnage de ce genre. Il aurait pu prendre des cours de théâtre à Hollywood et essayer d'y décrocher quelques rôles. Mais au lieu de ça, il est place Engelab à mener des slogans devant une foule chiite. Je veux dire, pour un Iranien, ou pour quelqu'un qui a vécu la guerre et qui a été pris pour cible, c'est... Je ne pense pas que qui que ce soit puisse les juger pour ça. Mais en même temps, je lui poserai la question. Et le fait est que, qu'on déteste ou qu'on approuve ce qu'il a fait, nous avons une constitution aux États-Unis. Et d'un point de vue juridique, je pense qu'il est en réalité dans son droit constitutionnel de faire ça. Yeah. I don't know about the Constitution, but I think... Oui, je ne sais pas pour la Constitution, mais je pense que l'argument ne me parlait pas de Randy Fine. Ce n'est même pas un argument que je prendrais en considération. Mais l'argument, c'est que si quelqu'un, réfléchissez-y, si quelqu'un d'Iranien allait aux États-Unis et commençait, vous savez, avec Reza Pahlavi, par exemple, lors d'un événement avec Reza Pahlavi, à crier « Mort à l'Iran, mort à l'Iran », puis retourner en Iran, il aurait probablement des ennuis en rentrant en Iran. Donc, je crois à la liberté d'expression. Je ne pense pas que Jackson Hinkle devrait avoir des problèmes judiciaires pour ça. Mais je lui dirais, quand je le recevrai de nouveau dans l'émission, je serai certainement ravi de le recevoir à nouveau. Yeah, I'm sure I'd love to have him back again. I would tell him, like, I think this is the first time I'd say, Jackson. Je lui dirais, je pense que c'est la première fois que je lui dirais, Jackson, je pense que tu as dépassé les bornes. Parce que j'apprécie ce qu'il fait. Le fait de donner une voix aux Houthis, au Hezbollah, à ces voix qu'on réduit au silence, même au Hamas.
Je pense que on devrait entendre l'autre camp, même celui de nos ennemis. Écoutons nos ennemis. Même les ennemis les plus diaboliques, je les interviewerai quand même. C'est ma façon d'aborder les choses. Plus de paroles, pas moins. Mais je pense qu'aller à un événement, comme tu en riais tout à l'heure, je dirais à Jackson, je pense que là tu vas trop loin et tu vas en froisser beaucoup. Mais c'est pour ça que ça lui plaît. Je suis sûr que tout le monde aimerait voir cette conversation. Bref, revenons à votre couverture médiatique. Je suis heureuse que vous ayez contesté ça en justice. Est-ce que vous faites toujours l'objet de... Donc après qu'ils ont pris votre téléphone, vous ne savez pas ce qu'ils ont récupéré. Est-ce que ça vous vise toujours? Est-ce qu'ils continuent à vous cibler d'une quelconque manière? Eh bien, quand vous dites « ils », moi je parle de l'administration, pas des influenceurs. Je vois ça comme Israël qui passe par des intermédiaires pour influencer l'administration. Et à cet égard, oui, Laura Loomer est à l'avant-garde de ça. Et maintenant qu'elle travaille essentiellement pour l'Ukraine, afin d'intensifier une deuxième guerre, d'entraîner les États-Unis dans une deuxième guerre désastreuse. Vous savez, ça s'est intensifié parce que, très tôt, immédiatement, j'ai critiqué et combattu l'envoi de quantités massives d'aide militaire à l'Ukraine. Donc oui, enfin, c'est une guerre qui semble interminable, qui s'éternise. Et à bien des égards, c'est un bon parallèle avec la guerre contre l'Iran elle-même, dont Trump pensait qu'elle se terminerait en 3 ou 4 jours. Il s'y est laissé entraîner. Il s'est fait duper. Vous savez maintenant, il reproche à Pete Hegseth de ne pas l'avoir informé des pénuries de munitions. Mais vous savez, très tôt, c'est Netanyahou qui, je ne veux pas dire qui a dupé Trump, mais qui l'a convaincu d'y aller, en lui faisant croire que s'il assassinait le dirigeant et décapitait les principaux responsables des gardiens de la Révolution, il y aurait un soulèvement. Et puis, les Kurdes arriveraient tous. Peut-être qu'ils arriveraient dans un cheval de Troie en bois. Le peuple iranien se soulèverait. Une figure à la Delcy Rodriguez prendrait le pouvoir et Trump raflerait les dépouilles de l'Iran. C'est vraiment ce qu'il croyait. Nous voilà des mois plus tard. La guerre a commencé. Il était question de changement de régime. Il était question de détruire les sites nucléaires. Trump a avancé diverses raisons après avoir autorisé la guerre. Il n'a jamais vraiment présenté son argumentaire au peuple américain avant cela. Maintenant, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Tariq Mel susurrait ce tour et la guerre a commencé. Trump est donc, en quelque sorte, il n'a aucune porte de sortie. Il n'a aucun moyen de s'en sortir. Et je pense que c'est une position très israélienne. Israël, en s'établissant comme une colonie de peuplement à la fin de l'ère coloniale, au moment où le colonialisme était au plus bas, entouré de populations qu'il soumettait à un nettoyage ethnique qui l'occupait ou qui l'attaquait, s'est placé dans un état de guerre permanent. Et aujourd'hui, on voit que la population israélienne, après 75 ou 80 ans de guerre continue, est tellement à droite que la campagne politique nationale israélienne, qui s'intensifie en ce moment, est l'une des campagnes les plus ouvertement génocidaires que j'ai jamais vues. Cela tient à la nature de la société intérieure israélienne, telle qu'elle a été façonnée au fil des années par l'occupation et la guerre permanente. Trump a été entraîné dans cette dynamique par Netanyahou et il n'a désormais plus aucun moyen d'en sortir. La politique de Trump s'intensifie donc, et l'univers de Trump ressemble de plus en plus à Israël. Il ressemble de plus en plus au monde de Netanyahou. Et donc, quiconque se met en travers de ce programme, ce que Netanyahou a appelé une guerre sur 8 fronts, cette guerre dans la périphérie stratégique d'Israël, et le 8e front, ce sont les États-Unis. Et je suis justement ici, dans la région de Washington, D.C. Quiconque se met en travers de cela
le front du récit sur les réseaux sociaux, oui. Anyone who stands in the way Social of media, that, yeah, the social- narrative frontier. yeah, yeah, the narrative frontier, whatever. I would call it. Oui, le front narratif, ou peu importe comment on l'appelle. Shaping. Moi, j'appellerais ça du journalisme. Mais oui, c'est clairement du façonnage de récits. In that war, Quiconque se met en travers de ça devient une cible. Et vous êtes aussi dans cette guerre. Donc, tant que cette colonie d'apartheid existera, nous serons en guerre. Que vous soyez sur les réseaux sociaux ou dans l'armée américaine. L'autre jour, à Quantico, il venait juste de diplômer des marines, des officiers de marine. they just had the Marine Combien d'entre eux vont aller faire la guerre pour Israël? Marine officers. Est-ce qu'ils le savent seulement? How many of them are going to go fight a war for Israel? Do they even know it? Yeah. Well, let me tell you about this. You're talking about narrative. Non. I've told you Eh bien, laissez-moi vous parler de ça. Vous parlez de guerre des récits. I'm in that. Je vous l'ai dit, vous critiquez votre camp, c'est du tir à mi. Je suis l'une des victimes avec vous. Je suis sûr qu'il vous cible aussi. Vous avez vu cette agence qui... La voilà. C'en est une autre, Vine and Fig Tree. Apparemment, il me cible, moi, Fuentes, les Hodge Twins, Candace Tucker, Jackson Hinkle, Ian Carroll. Vous avez vu ce post qui est devenu viral? Joel Kent aussi. And did you see that post that went viral? Joe Kent as well. C'était il y a quelques mois, non? Wasn't it? It was, yeah. I just remembered it now since you're. Oui, I thought it was. je viens de m'en souvenir, parce que vous... Je croyais que c'était quand vous avez mentionné Canary, enfin, ce truc Canary. Je pensais que c'était ça. Non, ça s'appelle Vine and Fig Tree. C'était en mai, juin, juillet, août, donc il y a 2 mois et demi. Mais oui, ils montent en quelque sorte toute une campagne pour diffamer quelqu'un, détruire sa marque, etc. Leur assassinat de caractère. Eh, Jackson a répondu. Parlons de votre visite, de votre visite en Iran et des conneries de dingue que vous avez dites. Philippe, est-ce que tu peux passer l'extrait dont Max et moi parlions, celui de Hinkle en Iran? Tu peux le diffuser avec le son, s'il te plaît, juste pour le public qui ne l'a pas vu? Max et moi, morts aux États-Unis. Morts aux États-Unis. Down with USA. À bas les États-Unis. USA. That is wild. C'est hallucinant. That is wild. Vous pouvez l'arrêter. C'est hallucinant. C'est Jackson Hinkle qui fait ce que Hinkle fait. Vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez l'arrêter. Vous le retirez. Mais passons à la guerre. Let's move to the war. So we've talked about. I'm hearing echo. Donc, on a parlé de... Tu te souviens quand il était chez Piers Morgan et qu'il a dit un truc du genre « Vive l'IRA » ou quelque chose comme ça. Et Piers Morgan a complètement pété les plombs et l'a viré de l'émission. Non, je n'ai pas vu ça. Je veux aller regarder. J'ajouterai juste un dernier point sur Jackson. C'est une célébrité nationale en Iran. Tout le monde en Iran utilise Instagram, et c'est l'une des figures les plus suivies sur Instagram là-bas. Et partout où il va, vous voyez, les fois où je l'ai vu, je n'ai pas croisé tant de monde que ça. J'ai vu Dimitri Lascaris, qui est une autre personne que vous devriez inviter dans l'émission. Je l'ai vu là-bas, et tout le monde était dispersé, tandis que moi, je travaillais tout le temps. Everyone was like all scattered, and I was working the whole time. But like when I would see Jackson out there, Mais quand je voyais Jackson là-bas, tout le monde, des familles par exemple, venaient le voir pour prendre des photos avec lui. Des gens de la classe ouvrière, pas forcément très instruits, des gens ordinaires, l'aiment vraiment beaucoup là-bas. Et je le vois subir beaucoup d'attaques pour ce qu'il fait. Beaucoup de gens de gauche aux États-Unis l'attaquent vraiment. Ils le traitent d'agent fédéral, d'agent de la CIA, vous voyez. Moi, j'étais pas accueilli comme ça. Enfin, pas autant de gens savaient qui j'étais. Et je doute que beaucoup de gens de gauche américains soient accueillis de cette manière par des Iraniens ordinaires. Donc, quelles que soient les critiques qu'on puisse avoir à son égard, c'est la réalité sur le terrain en Iran. Bref, pour revenir à votre question. anyway, so back to your question. Yeah, I just want to say about. Okay, no, my Oui, je veux juste dire à propos de... OK. Là, mon micro vient de... Mon micro est le même, mais il y a un écho. Vous entendez mon écho? Non, vous sonnez très bien. Ah, OK. Super. Tant que le public m'entend bien, ça va. Oui, écoutez, Max, comment s'appelle-t-il? Jackson est quelqu'un de très, très bien. Je pense qu'il utilise le facteur choc pour attirer l'attention et il repousse les limites. Je crois qu'il vit en Russie maintenant. Je pense que s'il retourne aux États-Unis, il aura des ennuis.
Passons à la guerre. Que pensez-vous de la situation actuelle? Pensez-vous que Trump pourra trouver une porte de sortie? Les Iraniens demandent un prix assez exorbitant. Désolé, juste 2 secondes. Je vais régler le micro. Ils sont en train de réparer mon micro. Max, pouvez-vous nous donner votre avis sur ce que nous voyons? They're fixing my mic. Can you give us your thought, Max, on what we're seeing? Est-ce que des commentateurs vous disent que vous avez un écho? You have an echo? Yeah. Oui. They always Ils me font toujours ça. Et il n'y a aucun écho. but No, Non, je m'entends aussi. D'accord. okay. All right. Well, yeah, my comment D'accord. it Eh bien, oui, mon commentaire, c'est que c'est pire. it's far worse Militairement, than c'est bien pire que ce que nous pourrions même imaginer pour les États-Unis. United States. L'Empire américain est trop étendu. Stretched. Il y a de réelles inquiétudes concernant le pivot vers l'Asie, ou le nouveau pivot vers l'Asie, qui avait été prévu par Elbridge Colby et d'autres partisans d'une ligne dure contre la Chine au sein de l'administration. Parce qu'ils ont cédé leur stock de THAAD et de Patriot PAC-2 pour défendre Israël, pour défendre cette petite colonie d'apartheid. Et j'ai cité dans quelques interviews cette semaine une étude du Center for Strategic and International Studies, qui n'est pas vraiment un groupe de réflexion anti-guerre. Which is not exactly an anti-war think tank. It's kind of like one of the key imperial planning think C'est un peu comme si l'un des principaux groupes de réflexion sur la planification impériale, à Washington, disait que 65% des stocks totaux de batteries THAAD et PAC-2 ou Patriot ont été épuisés. US intercept Or, c'est le cœur du stock américain d'intercepteurs. with anything. On ne peut pas les remplacer par autre chose, et il faut des années pour les remplacer. Seeing reports Mais maintenant, je vois des informations, je ne sais pas si ça vient de Reuters, mais certains grands médias rapportent que le taux d'épuisement pourrait en réalité atteindre 80% des intercepteurs. Ensuite, il y a les missiles de frappe de précision, qui, je crois, sont produits par Lockheed Martin. Le premier a été tiré sur la Merde, en Iran, le 28 février, et il a massacré un groupe de joueuses de volleyball, dont certaines n'avaient que 12 ans, dans un gymnase. volleyball players, some of them as young as 12 in a gym. This was like one of the massacres on the day of Minab. C'était comme l'un des massacres du jour de Minab. Les États-Unis en ont tiré des centaines. Quand j'ai visité le complexe d'Ali Khamenei, ou les bureaux du centre de Téhéran, on m'a dit que 27 missiles Tomahawk avaient été tirés uniquement pour l'atteindre. Eux aussi sont difficiles à remplacer. Et Reuters a rapporté qu'il ne restait pratiquement plus de missiles de frappe de précision. Les stocks de Tomahawk sont très fortement entamés. Si l'on remonte au début du mois de mars, on parle de seulement quelques jours après le début de la guerre. Il y avait déjà des articles dans le Washington Post et d'autres médias généralistes sur l'épuisement massif des missiles Tomahawk. D'où viennent ces informations, au fait? Ce sont toutes des fuites. Where are these coming from, by the way? These are all leaks. The report on the munitions, on the precision Le rapport sur l'épuisement des munitions, des missiles de frappe de précision, s'appuyait sur 6 sources haut placées. Tout le monde fait fuiter des informations. Tout le monde fait fuiter. C'est comme un sous-marin du 19e siècle. Et au sein de l'administration, ils sont simplement dans un état de panique. Trump reproche à Hegseth de ne pas l'avoir informé. Mais que se passe-t-il si vous n'avez plus de munitions à distance de sécurité? Les États-Unis sont... Vous vous souvenez de la première guerre du Golfe? Je me souviens de toute la propagande. On utilisait des bombes intelligentes et les soldats américains n'étaient pas tués. Ce n'était pas comme le Vietnam. On surmontait le syndrome du Vietnam. On tuait énormément d'Irakiens, mais les soldats américains n'étaient pas touchés parce qu'on utilisait des missiles de croisière tirés depuis des navires de guerre, et ainsi de suite. Les Tomahawks, des munitions à distance. Si vous n'avez pas de munitions tirées à distance et que vous vous attaquez à un pays comme l'Iran, ce n'est pas le Liban, ou au mieux, le Hezbollah a des missiles solaires portables, ni Gaza, où personne n'a rien. Eux, ils ont réellement des défenses aériennes, capables d'abattre non seulement des F-15, mais ils sont parvenus à toucher un F-35, pour la première fois de l'histoire. Vous ne pouvez pas laisser ces avions tourner au-dessus du pays pendant longtemps, sans mettre vos pilotes en danger, sans risquer vos appareils,
Et ensuite, vos pilotes sont capturés. Vous vous retrouvez avec des incidents du type la chute du Faucon Noir. C'est une catastrophe politique pour Trump. Donc, vous avez besoin de munitions tirées à distance pour éviter ces scénarios. Or maintenant, il n'y en a plus. Et il leur manque aussi un autre élément essentiel. Vous êtes race mais stålning through tissuncha. Vous voulez mener ce qu'ils appellent des opérations d'aide, des opérations de destruction des défenses aériennes ennemies, afin de dégager l'espace aérien pour lancer des frappes plus importantes sur Pickaxe Mountain ou sur tout ce que les Israéliens veulent que Trump fasse, parce que c'est là que se trouve le matériel nucléaire. Vous avez besoin d'avions ravitailleurs en vol. Regardez ce qui leur est arrivé. Ils ont été détruits au sol. Toutes les bases sont en cours d'évacuation. Le Koweït est évacué. La base aérienne d'Al Udeid, au Qatar, est évacuée. C'était, en quelque sorte, la principale base aérienne. Ils se repliaient vers la Jordanie. Puis l'Iran frappe la base aérienne de Muwafaq Salti et tue des soldats. Elle est en cours d'évacuation. C'était une base clé au passage pour le renseignement américain. Il s'y passe des choses louches, mais ce sera une histoire pour un autre jour. Muwafaq Salti, en Jordanie. La Jordanie est en quelque sorte so cruciale. Maintenant, il ramène tous les ravitailleurs vers le Brice Warren de Ramon, en Israël. Les Israéliens ont des problèmes avec le fait qu'ils soient à l'aéroport Ben Gurion, parce que ça empêche le trafic civil. Et le tourisme est tellement important pour l'économie israélienne. Donc ça rend les sorties aériennes beaucoup plus difficiles. Il faut voler beaucoup plus loin, consommer beaucoup plus de carburant. Et à ce stade, on a l'impression que l'armée américaine est une armée du XXe siècle, qui mène une guerre du XXIe siècle contre un adversaire qui a une expérience très très profonde, remontant à la guerre Iran-Irak, et qui innove et perfectionne des méthodes de guerre asymétriques. Il en tire des leçons pour des pays comme la Russie et la Chine, qui étaient censés être les prochains sur la liste des cibles impériales. Donc je pense, enfin ce n'est pas seulement moi qui le dis. Robert Kagan l'a dit aussi. Vous savez, l'un des principaux planificateurs impériaux néoconservateurs et une sorte d'historien néoconservateur. Foreign Affairs, non, le magazine Foreign Policy l'a dit. Non, dans The Atlantic. Oui, Kagan l'a dit dans The Atlantic. Foreign Policy publie un article d'un type qui est professeur, je crois, à l'université de Georgetown, à Doha. Il dit ceci, il s'appelle Paul Musgrave. Cette guerre est plus dommageable pour l'Empire américain que le Vietnam. Même si Trump dira « Oh, on n'a perdu que 14 ou 18 soldats. J'en ai retiré 4 du bilan des morts parce que c'était un cessez-le-feu. Il n'existe pas. » Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut mesurer l'ampleur de la catastrophe militaire et économique. C'est vraiment crucial. Et Trump préside maintenant à une crise incontrôlée, à une destruction incontrôlée de l'Empire. Ce n'est pas un déclin géré. Avec les démocrates, on pourrait avoir un déclin géré. Sous Trump, c'est juste une autodestruction sauvage, hors de contrôle. Je suis d'accord. Et si vous regardez ce qui se passe en ce moment avec les négociations, les informations disent que les Iraniens demandent, je crois, un droit de passage de 5 à 7% pour le détroit d'Ormuz. C'est insensé, sans aucune comparaison avec quoi que ce soit d'autre. Tous les autres détroits et canaux, c'est plutôt 0,1%, 0,5%. Et les Omanais proposent en retour 3%. Ce serait déjà fou s'ils obtenaient 3%. Et en plus de ça, hier, une information de farce est tombée. Le Parlement iranien adopte une loi qui leur permet de contrôler quels navires peuvent passer. Ils veulent interdire les États-Unis, interdire Israël, interdire les États-Unis jusqu'à ce qu'ils obtiennent des réparations, ainsi que tout autre pays impliqué. Et tout pays qui attaque l'axe de la résistance sera exclu. Ils utilisent le détroit d'Ormuz comme une arme. Et la question, c'est est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Bon, ça se discute,
mais ils le font parce qu'ils le peuvent. C'est comme ça que le résultat a été une capitulation totale. Et ce n'est pas prendre parti. Je ne m'attendais pas à ça. Enfin, je savais que cette guerre était stupide. Je savais qu'elle serait catastrophique. Je n'avais aucune idée. Et je ne pense pas que qui que ce soit le savait vraiment. Les gens peuvent dire qu'ils le savaient. Je ne pense pas que personne savait que ça finirait de manière aussi désastreuse pour les États-Unis. C'est tout simplement sidérant à voir. C'est aussi regrettable. Bon, vous êtes Américain. C'est probablement plus regrettable pour vous, mais c'est regrettable de voir les États-Unis se faire ça à eux-mêmes. But it's unfortunate to see the US do this to itself. Just, I was watching. Je regardais les interviews de Mohammad Marandi début février, quand cette guerre semblait inévitable. Ils organisaient cet énorme pont aérien d'explosifs et de ravitailleurs vers la région. Et il a dit que les États-Unis allaient subir un coup dévastateur, que leur base serait détruite et que le détroit d'Ormuz serait fermé. Il a tout dit. Et c'était comme si personne ici, enfin, peut-être que certaines personnes écoutaient, mais retournez voir ces interviews. Il avait prédit toute la suite. Et je pense réellement que des gens au Pentagone savaient aussi que cela allait arriver, y compris le chef d'état-major interarmé, Dan Kane, qui faisait fuiter avant la guerre des informations sur une pénurie de munitions à venir. Et au fond, Trump a ignoré les hauts gradés du Pentagone et a écouté Israël. Et nous y voilà. Et nous approchons de ce que j'appellerais, enfin, nous sommes confrontés à la possibilité d'une récession mondiale. Je ne sais pas si ce sera une dépression, mais une récession. Il faudrait l'appeler la récession sioniste, parce que c'est pour ça que cette guerre a lieu. C'est une guerre pour le sionisme. Trump est devenu un vecteur d'influence pour le mouvement sioniste et son organisme hôte israélien. Et il ne devrait plus y avoir le moindre débat sur les raisons de cette guerre. C'est pour ça qu'elle a eu lieu. Et c'est de cela que vient la responsabilité de cette catastrophe. Si les États-Unis veulent prolonger cette catastrophe, ils maintiendront leur relation spéciale avec Israël. Et c'est donc ce qui alimente et anime la crise politique à laquelle les démocrates font face en ce moment. Ils commencent à élire des personnalités qui tiennent un discours sensé sur la relation avec Israël, parce que le public américain n'en peut plus. Je pense que, par exemple, j'ai vu ce sondage, seulement 35% des Américains soutiennent la guerre contre l'Iran. Il y a un autre sondage, je crois réalisé par l'université Marquette, qui est sorti hier. Quelque chose comme 85% des Américains pensent qu'aucun des objectifs majeurs des États-Unis dans cette guerre n'a été atteint. Et tout cela renvoie à ce que les Américains ressentent vis-à-vis d'Israël. Alors qu'Israël entre dans cette campagne électorale fascisante, où le ministre de la Défense de Netanyahou se vante d'avoir détruit Gaza et se vante d'avoir totalement détruit des villages vieux de 2400 ans dans le sud du Liban. C'est un discours de campagne. Voilà où en est le public israélien. Il veut un génocide. Il y a cet éditorialiste majeur en Israël, l'un des principaux analystes des affaires arabes. Il s'appelle Zvi Yehezkeli. Il se vante ouvertement, sur l'une des principales chaînes israéliennes, de commettre un génocide à Gaza. Ils emploient ce langage-là. Et de l'autre côté, vous avez le public américain, écœuré. Donc les contradictions commencent enfin à exploser sous nos yeux. Et là, vous savez, l'histoire est en train de se faire. C'est pour ça que je voulais être en Iran cette semaine-là, pour voir sur le terrain ce qui s'est passé pendant la guerre, pour voir ces funérailles et en rendre compte. Parce que ça éclaire tout ce que je vois se produire ici, aux États-Unis, où il y a des changements cataclysmiques dans notre vie politique. La dernière illustration en date, c'est l'élection au Sénat dans le Michigan, la primaire démocrate. Bon, eh bien, j'ai apprécié notre conversation. C'est bien de vous retrouver dans l'émission. Et c'est bien d'avoir cette discussion depuis chez vous, pas depuis derrière les barreaux. Désolé, je sais que c'est une mauvaise blague.
mais je suis content que vous ayez gagné ce procès contre eux. C'est aussi une victoire pour la liberté d'expression. Alors je vous en remercie. It's a win for free speech, so I appreciate it. Oh, we're not Ce n'est pas décidé, vous savez, et ce n'est pas encore terminé. Mais je serai ravi de revenir vous tenir au courant. Et merci, comme toujours, de m'avoir reçu. Thanks as always for having me on. No worries, man. Yeah, send us any updates on Pas de souci, mec. Oui, tiens-nous aussi au courant. Si tu tweets là-dessus, envoie-le-moi. Tu as mon numéro. Salut, mec. Max, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, mec. Bon, les gars, je serai en direct avec Brendan Weicker dans les prochaines minutes pour faire le récapitulatif de l'actualité de la journée. À tout de suite. Salut. for the day. I'll see you in a couple of minutes. Bye-bye.